Bonjour, on va aborder cette troisième séquence, toujours du cours se rapportant donc au milieu intérieur. On va parler donc des mouvements des liquides entre les différents compartiments, mais vous savez très bien qu'en général les substances doivent passer par le plasma ainsi que le liquide interstitiel afin d'atteindre le liquide intracellulaire. Donc pour arriver au liquide intracellulaire, les nutriments, toutes les substances qui viennent soit des poumons CO2, oxygène, ou des nutriments qui viennent donc du tube digestif, ou les déchets qui peuvent être rejetés par les reins, doivent absolument passer par le plasma et ensuite par le liquide interstitiel avant d'atteindre l'intérieur de la cellule. Ces échanges entre le milieu externe et le plasma se déroulent donc presque continuellement dans les poumons, le tube digestif et les reins. Alors ces échanges modifient la composition. Ces échanges entre ces organes et le plasma vont modifier la composition et le volume du plasma. Ils sont rapidement compensés par des échanges entre le plasma sanguin et les deux autres compartiments, ce qui permet donc de rétablir l'équilibre. Les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel s'effectuent à travers la membrane capillaire, et les échanges entre le liquide interstitiel et le liquide intracellulaire s'effectuent à travers la membrane plasmique cellulaire, et qui sont donc plus complexes. Alors, donc, pour pouvoir comprendre ces différents mécanismes de transport, on va donc rappeler donc, les mécanismes de transport, et on va rappeler aussi la structure de la membrane cellulaire. Alors, les mécanismes de transport membranaire peuvent être de type passif, actif, par des pores, ou par des pompes, ou par des canaux. Alors, le transport membranaire déplace donc les ions ou les molécules au travers des membranes biologiques, séparant donc le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire, ou séparant deux compartiments subcellulaires. Alors, la membrane plasmatique, la membrane plasmique ou cellulaire, ou encore plasmème, désigne une fine barrière qui sépare les composantes internes de la cellule, des substances extracellulaires et du milieu externe. Son rôle est de régler le passage des substances qui entrent et qui sortent de la cellule. Donc la membrane joue un rôle de régulation, de passage de substances de part et d'autre de la membrane cellulaire. Il permet donc le maintien de gradients électrochimiques entre l'intérieur et l'extérieur, maintien de la composition chimique très différente entre les cytosols et dans les compartiments extérieurs comme on a vu précédemment, et également le gradient électrique est dû au fait que la surface interne de la membrane est plus négative que la surface externe dans la plupart des cellules. C'est ce qu'on appelle le potentiel de membrane. Alors, les propriétés physico-chimiques des membranes, donc leur composition en lipides et protéines, sont capitales puisqu'ils dictent le type de transport. Donc, c'est la composition physico-chimique de la membrane qui va dicter le type de transport d'une substance ou d'une autre. Alors, la membrane plasmique, on va voir donc sa composition. La membrane plasmique, donc, comme vous le savez, elle est constituée d'une bicouche phospholipidique. Cette bicouche de phospholipidique est constituée d'une bicouche lipidique qui représente 23 à 80%, disposée en double rangée parallèle et stabilisée par du cholestérol. Elle est également faite de protéines, 20 à 60% de protéines et de glucides associés de diverses manières à la bicouche. Alors, chaque couche phospholipidique est formée d'une tête qui constitue une molécule de glycérol, une molécule d'acide phosphorique chargée négativement, polaire, donc hydrophile. Hydrophile, ça veut dire qu'il ne se mélange pas à l'eau et qui est orientée vers l'intérieur de la membrane. Et également de deux couches, de deux chaînes hydrocarbonnées, non polaires, hydrophobes, qui ne se mélangent pas avec l'eau et qui sont orientés vers l'intérieur de la membrane, comme on va voir sur le schéma. Une molécule supplémentaire liée à l'acide phosphorique qui confère son identité aux lipides. Les queues donc, se trouvent en face les unes des autres et à l'intérieur de la membrane, vous pouvez le voir. Donc vous avez la double couche phospholipidique avec les têtes du côté extérieur et les pieds du côté intérieur de la membrane. Alors, ces structures de la membrane plasmatique, c'est la bicouche lipidique forme la structure de base. Les protéines y sont associées, participent au fonctionnement de la membrane, comme le transport, catalysent
la reconnaissance entre les cellules. Donc vous voyez, avec ces doubles couches fibrillées, on trouve donc des protéines soit de surface ou des protéines, des protéines intégrales. Donc qui s'intègrent à la membrane lui-même. Donc ces deux phospholipides sont donc stabilisés par du cholestérol. Alors la partie des protéines membranaires est constituée donc de protéines de deux types, soit des protéines intégrales, structurales, s'étendant dans la double couche phospholipidique. Ce sont pour la plupart du temps des glycoprotéines et dont la partie glycidique fait face aux lipides extracellulaires. Alors les protéines, ou bien des protéines périphériques, ils sont fixés lâchement aux surfaces internes et externes de la membrane et s'en séparent facilement. La diversité de protéines donnée est énorme et les protéines de la membrane peuvent jouer de nombreuses fonctions. Dans une large mesure, les protéines et les glycoprotéines de la membrane déterminent les fonctions que peut remplir une cellule. Donc, le fait qu'une cellule contient un type de protéine membranaire et non pas d'autre va assurer, donc va être responsable de la fonction cellulaire. Donc, par contre, en général, les types de lipides présents ne varient que légèrement d'une membrane à l'autre. Donc, on va avoir une grande diversité de protéines membranaires par rapport aux lipides membranaires. Et c'est la présence, comme j'ai dit, d'un type de protéine membranaire ou l'autre qui va conférer à une cellule une fonction précise. Exemple de fonction, certaines protéines membranaires, certaines protéines intégrales ou glycoprotéines forment des canaux par lesquels des substances entrent et sortent de la cellule. D'autres jouent le rôle de transporteurs. Ces deux types accroissent la perméabilité de la membrane et sont très sélectifs et ne permettent qu'à un certain solité de traverser la membrane. Donc la présence de protéines sous forme de canaux ou de pores ou la présence de protéines sous forme de transporteurs vont jouer un rôle dans le transport transmembranaire de substances et ils sont donc spécifiques. C'est du fait que ces pores peuvent laisser passer certaines substances et non pas d'autres. De même que les transporteurs peuvent transporter certaines substances et non pas d'autres. Il y a à côté de ça, les protéines structurales servent aussi de sites de reconnaissance appelés aussi récepteurs. Donc certaines protéines membranaires jouent le rôle de récepteurs ou également jouent un rôle de signal de transduction, tels que les protéines G. Certaines protéines intégrales et périphériques sont des enzymes. D'autres protéines périphériques qui font face au cytosol servent d'encre de cytosquelette, c'est-à-dire ils permettent l'adhésion à la matrice extracellulaire, c'est ce qu'on appelle les intégrines. Alors les glycoprotéines et les glycolipides de la membrane sont souvent des marqueurs de l'identité cellulaire. Les marqueurs de groupe sanguin, par exemple A, B, O, constituent un exemple de marqueur de l'identité cellulaire. Alors certains groupes sanguins sont définis bien sûr par la présence de certains antigènes membranaires qui va définir l'appartenance au groupe A, au groupe B, au groupe A, au groupe B, groupe sanguin A, au groupe B. Donc c'est des protéines membranées qui vont définir l'appartenance au groupe sanguin. On va parler donc de la perméabilité membranaire. On dit qu'elle est sélective. Alors la membrane cellulaire elle règle l'entrée et les sorties de substances. Une membrane qui permet le libre passage d'une substance est dite perméable à cette substance. Ainsi, l'eau passe d'habitude plus aisément que la plupart des autres substances. Parce que l'eau, il peut s'infiltrer entre les pores des membranes. Alors la membrane a la capacité de permettre le passage de certaines substances et d'empêcher d'autres. Donc c'est pour ça que la perméabilité est dite sélective. La barrière à perméabilité sélective est une caractéristique de cellules en bonne santé. Lorsqu'une cellule ou sa membrane plasmique subit de graves dommages, cette barrière devient perméable à la plupart des substances qui peuvent alors rentrer dans la cellule et en sortir librement. Ce phénomène se manifeste très clairement à la suite d'une brûlure grave. Donc les liquides, les ions et les protéines, c'est-à-dire qu'ils s'écoulent de cellules mortes et endommagées. La perméabilité de membrane plasmique à différentes substances dépend d'un certain nombre de facteurs liés à la structure de la membrane. Il va dépendre de la liposolubilité. Les substances liposolubles peuvent traverser facilement. Parce que nous avons vu que la membrane est formée d'une
double couche phospholipidique. Donc toutes les substances liposolubles peuvent traverser facilement. Mais dépend également de la dimension. La plupart des grosses molécules ne peuvent pas traverser la membrane. Seules les petites molécules peuvent traverser facilement. Et il dépend également de la charge de substances qui peuvent traverser. Le potentiel de membrane négatif de la plupart des cellules aide à l'entrée des cations et entrave l'entrée des anions. Donc la membrane étant chargée négativement à l'extérieur, donc repousser tous les anions et va plutôt capter ou attirer vers elle les cations. Donc les cations vont passer facilement par rapport aux anions. La présence de canaux également va dépendre également de la présence de canaux et de transporteurs. Alors la partie de la membrane où se trouve la double couche phospholipidique est imperméable à tous les ions et toutes les molécules chargées. Certaines substances parviennent toutefois à traverser la membrane car ils se déplacent à travers un canal, pore, ou sont transportés d'un côté à un autre par une protéine transporteuse. C'est ainsi que les membranes sont perméables à diverses substances polaires et chargées, y compris les ions, qui ne peuvent traverser la double couche phospholipidique. Donc il y a le transport de certaines substances va dépendre de la présence au niveau de la membrane des canaux ou de transporteurs spécifiques à ces substances. Donc malgré le fait qu'ils peuvent être grosses ou non liposolubles ou de grosse taille, ils peuvent donc être transportés à travers cette membrane par le fait que la membrane contient des pores ou de transporteurs qui vont leur permettre d'être transportés. Alors là, vous avez un exemple de membrane débarrassée de ces protéines pour voir quelles sont les particules ou les molécules qui peuvent être traversées et celles qui ne peuvent pas être traversées. Alors les membranes biologiques sont donc des barrières sélectives très efficaces. La virgule 50 indique donc la perméabilité ou non d'une double couche lipidique sans protéines à différents types de molécules. Donc là, c'est une membrane qui est débarrassée de ces protéines. Alors, qu'est-ce qui peut passer? Les petites molécules, l'oxygène, CO2, l'azote et les benzènes peuvent passer sans problème. L'urée, glycérol, éthanol également. L'eau, il peut passer en petite quantité, mais il est refoulé en grande quantité. Le glucose, saccharose, l'acide amine et les protéines, ce sont donc des molécules, de grosses molécules qui ne peuvent pas traverser parce qu'il n'y a pas de protéines membranaires, soit sous forme de pores, soit sous forme de transporteurs permettant donc d'assurer le transport de ces molécules-là. Les ions proton H+, sodium ne peuvent aussi pas traverser la membrane parce qu'ils ne sont pas liposolubles ou ils sont de grosses tailles. Donc ils auront besoin de protéines spécifiques ou de pores pour les transporter. Donc si vous débarrassez la membrane de ces protéines, ces substances ou de molécules ne peuvent pas être transportées à travers la membrane. Donc les transports membranaires déplacent donc les ions ou des molécules au travers la membrane biologique, séparant donc le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire, ou séparant deux compartiments subcellulaires, c'est-à-dire le plasma et le liquide interstitiel. Mécanisme de transport membranaire. Alors les propriétés physico-chimiques des membranes, dont leur composition en lipides et protéines, sont capitales puisqu'ils dictent le type de transport. Alors les mécanismes qui déplacent des substances dans une membrane sans recourir, sans avoir besoin de l'énergie, c'est-à-dire le fonctionnement de l'ATP, sont des processus dits passifs. Et les mécanismes qui déplacent des substances à travers la membrane en utilisant l'énergie libre par fonctionnement de l'ATP sont des processus actifs. Donc le processus de transport membranaire passif, c'est des processus qui n'utilisent pas d'énergie. Et les processus actifs, ce sont des processus qui utilisent de l'énergie. En plus de ça, on va voir que les processus passifs font passer toujours les substances en fonction de leur gradient de concentration et le transport actif peut faire transporter les substances contre leur sens de concentration. Alors, mécanisme de transport passif. Alors, les processus que nous allons développer sont la diffusion simple, l'osmose, la filtration facilitée. Ces processus de transport dépendent donc des gradients de pression ou de concentration ou encore de processus de diffusion. La diffusion, c'est un processus de transport passif qui joue un rôle majeur dans toutes les cellules de l'organisme. Par contre, la filtration ne se produit généralement qu'à travers la paroi des capillaires. Donc on parle de filtration, ça je vous en ai déjà parlé, c'est des passages à travers la paroi des capillaires. Filtration ou réabsorption se fait au niveau des capillaires. Alors, en ce qui concerne la diffusion, alors comme l'intérieur de la membrane plasmique est hydrophobe,
celle-ci constitue une certaine barrière à la diffusion simple. Cependant, la diffusion d'une molécule à travers la membrane est possible si cette dernière répond à une des conditions suivantes. Soit elle est liposoluble, soit elle est assez petite pour passer dans les canaux de la membrane, ou elle est assistée par une molécule porteuse. Donc ça, on en a déjà parlé. Donc les molécules solides peuvent traverser, les petites molécules peuvent traverser. Sinon, s'ils ne sont pas liposolubles, s'ils ne sont pas petites, ils ont besoin leur transport a besoin d'être assisté par des molécules porteuses. Alors la diffusion non assistée de molécules liposolubles ou de très petite taille est appelée diffusion simple. Par exemple, comme nous avons vu, le transport d'oxygène, des gaz carboniques, les vitamines et certaines hormones et d'alcool peuvent traverser la membrane sans problème, parce qu'ils sont petites ou ils sont liposolubles. Alors la diffusion assistée est appelée diffusion facilitée. Certaines molécules, notamment le glucose et d'autres sucres, acides aminés, les ions, traversent la membrane plasmique même s'ils sont refoulés par les couches lipidiques. Soit ils se combinent à des transporteurs protéines membranaires, soit qu'ils empruntent des canaux protéiques. Comme on avait vu, des protéines sous forme de canaux peuvent laisser passer certaines substances, ou des transporteurs peuvent faire passer certaines substances de part et d'autre de la membrane. Et ces deux transports sont bien sûr, ils sont spécifiques, on va le voir. Alors concernant la diffusion simple ou libre transport passif, la diffusion simple est diffusion d'une soluté au travers d'une membrane dans le sens de forte concentration vers les basses concentrations. Autrement dit, suivant un gradient de concentration, jusqu'à atteindre un équilibre de concentration des deux côtés de la membrane. Alors ce type de diffusion nécessite que le soluté soit soluble dans la bicouche de phospholipides constitutive de la membrane. Il doit être donc hydrophobe ou apolaire. S'il est hydrophile ou polaire, il doit être de petite taille. Donc les molécules de petite taille ou hydrophiles, ils peuvent donc traverser la membrane sans problème. Et ce transport qui est appelé donc diffusion simple se fait en fonction de gradient de concentration. Donc vous avez un milieu extracellulaire concentré en cette substance-là, milieu intracellulaire solitaire est possible ou de petite taille, donc il va pouvoir passer à travers les pores de la membrane. Et ce passage se fait de façon sans utiliser d'énergie, sans avoir recours à de l'ATP. Il va se faire tant que la concentration est supérieure vers l'extérieur par rapport à l'intérieur, et puis jusqu'à atteindre l'équilibre. Alors, les caractéristiques de ce transport sont pas de saturation ni de régulation. Il ne peut jamais être saturé. C'est-à-dire, tant qu'il y a une différence de concentration, le transport peut se faire. Le moteur de la diffusion est l'énergie cinétique. L'énergie qui est donc en concentration plus élevée d'un compartiment par rapport à un autre, des molécules de soluté. Et la vitesse de diffusion dépend du gradient de concentration ou du gradient électrochimique si le soluté est un ion. Alors, le transport lent, c'est un transport lent par rapport à la diffusion facilitée. Mais c'est normal, c'est un transport simple. Par contre, s'il est facilité, il va être plus rapide par rapport au transport simple. Alors, l'osmose. On va parler d'osmose. L'osmose dans le cas particulier de la diffusion non assistée d'un solvant, qui est l'eau, à travers une membrane perméable uniquement à l'eau. On parle d'osmose. Donc l'osmose, c'est la diffusion de l'eau, passif de l'eau, à travers une membrane. En mouvement, exemple, le mouvement de l'eau est directement à travers la bicouche lipidique ou par des pores, on appelle aporines de la membrane, pour entrer et sortir de la cellule. Le déplacement de l'eau et non de soluté de la concentration se fait de la concentration la plus faible vers la concentration la plus élevée. Et ceci jusqu'à l'équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane semi-perméable. Alors, vous voyez, si vous mettez donc séparé deux solutions par une membrane perméable à l'eau seulement et non pas aux solutés, donc il est semi-perméable, il est perméable à l'eau et à la solidité. Donc l'eau, il va se déplacer des faibles concentrations vers les fortes concentrations jusqu'à atteindre un équilibre, de manière à ce que C égale à la masse fois le volume. Donc dans ce cas-là,
vous avez la même concentration de part et d'autre de cette membrane. Dans le cas de la division, c'est le solidité qui se déplace, alors que dans le cas de l'osmose, c'est l'eau qui se déplace. Alors dans ce cas, l'osmose, c'est l'eau qui se déplace à cause de la pression osmotique exercée par les solutés non diffusibles. Donc si c'est écrit de ce côté-là, ils ne peuvent pas être diffusés, ils vont donc attirer l'eau vers eux. Seuls donc les solutés qui ne diffusent, qui sont osmotiquement actifs. La pression osmotique, c'est donc la pression créée par l'appel d'eau que cette solution provoque lorsqu'il est séparé de l'eau pure par une membrane perméable à l'eau, mais pas aux solutés. Donc cette pression osmotique peut être mesurée par un baromètre, par exemple. Alors vous mettez ce baromètre qui est, donc, qui est subdivisé, qui est gradué. Vous mettez donc de l'eau et puis vous mettez une solution qui présente une osmolarité donnée. L'eau donc il va être attiré, il va repousser donc l'eau vers l'intérieur. On peut donc calculer la hauteur d'eau, cette hauteur d'eau qui va donc donner la valeur de la pression osmotique. Donc c'est des forces qui vont pousser l'eau vers le haut. Passons donc à la division facilitée. Donc comme son nom l'indique, le transport par diffusion simple va être facilité. Alors certaines substances ne pouvant pas diffuser à travers les canaux pores de la membrane parce qu'ils sont soit trop grosses, ni à travers la double couche phospholipidique parce qu'ils ne sont pas liposolubles. Ils peuvent donc cependant traverser la membrane plasmique par diffusion facilitée. Cette diffusion s'opère via des protéines transmembranaires intrinsèques qui sont spécialisées dans le transport de solutés spécifiques et qui peuvent être de différents types, soit sous forme de canaux ioniques qui permettent donc la communication entre les cellules, exemple les jonctions GAP, soit sous forme de canaux ioniques qui s'ouvrent en réponse à un stimuli chimique ou électrique, soit les pores sélectifs comme les porines ou les aquaporines. Les aquaporines, donc, ils laissent passer l'eau. Donc, c'est des pores spécifiques au transport de l'eau. Du fait donc de la taille du pore, divers types de molécules, sucre, ions et acides aminés, solutés de masse moléculaire inférieure à 5 ou 7 kg Dalton, diffusent de manière passive. Alors, chaque type de porine transporte sélectivement un groupe de molécules et une molécule unique. Ou une molécule liquide. Donc les protéines, il y a également donc, un quatrième type de protéines transporteurs ou des perméases comme les unipores. Dans ce processus, les substances se déplacent suivant leur gradient de concentration avec les deux protéines structurales situées dans la membrane et qui jouent le rôle de transporteur. Donc une chose à préciser, c'est la diffusion facilitée, ce n'est pas un transport actif, c'est un transport passif, c'est-à-dire se fait suivant le gradient de concentration, donc de forte concentration vers les basses concentrations. Mais il est facilité soit par la présence de pores, soit par la présence de transporteurs qui sont spécifiques. Donc spécifiques à un type de molécule et non pas à un autre. Alors vous avez l'exemple de canaux ioniques. Donc c'est une liaison, si vous voulez, ça va assurer une liaison ouverte entre deux membranes, entre deux cellules. Alors ces canaux ioniques, ce sont des jonctions, on appelle des jonctions GAP, et permettent donc le passage des ions à travers la membrane sans obstacle. Alors les connexines semblent à l'intérieur de la cellule ou hexamères. Ça semble plutôt à l'intérieur de la cellule ou hexamères appelés connexons. Alors ces connexons qui sont dirigés vers la surface de la cellule, ils s'y associent à d'autres connexions de cellules adjacentes. Cela forme un canal axial. Donc ces connexions vont s'associer les unes les autres et vont former donc un canal axial qui traverse les deux membranes plasmiques. Et c'est un orifice donc extracellulaire étroit. C'est ce qu'on appelle jonction GAP. Donc une liaison continue entre deux cellules adjacentes. Alors les canaux ioniques, exemple de canaux ioniques qui s'ouvrent en réponse à un stimulus chimique ou électrique précis. Alors ce type de canal ionique ouvert, fermé, s'ouvre et se ferme par un liant. Ce sont des protéines qui existent dans au moins deux conformations.
l'une de ces conformations forme un port transmembranaire. Alors, le passage d'une conformation à une autre est régulé par la fixation d'un ligand spécifique. La fixation de ce ligand ouvre ou ferme le canal. Alors, la vitesse de transport des ions par les canaux ioniques est d'environ 10 à la puissance 7 ou 10 à la puissance 8 ions par seconde. Alors, vous avez des canaux qui peuvent être soit en configuration fermée ou ouverte, mais qui est ce qui va permettre l'ouverture et la fermeture? Donc, la fixation d'un ligand au niveau du canal. Alors, le fait que ce ligand va se fixer, la protéine va changer de conformation et va donc s'ouvrir et permettre le passage d'ions à travers donc la membrane. Exemple de canaux ioniques. Vous avez donc l'exemple de récepteur nicotinique de l'acétylcholine de type 6-LOP. Vous avez le récepteur 5-HT de la sérotonine. Alors celui-ci va permettre l'entrée de calcium et de sodium et induit une dépolarisation du neurone postsynaptique, ce qui déclenche donc un potentiel d'action. Vous avez le canal Na+CA+, activé par la GMP cyclique via un récepteur rhodopsine couplé à une protéine G. Vous avez indirectement le canal sodium-potassium activé par l'AMP cyclique via un récepteur couplé à la protéine G. On va voir donc l'exemple également de transport facilité du glucose. Alors le glucose est la plus importante substance qui pénètre dans les membres de nombreuses cellules corporelles par diffusion facilitée grâce à un transporteur. Après donc que le glucose soit fixé au transporteur, à l'extérieur de la membrane, le transporteur change de forme et le glucose qui ne peut pas traverser seul la membrane est ainsi libéré dans les cellules. Donc vous avez la forte concentration du glucose de part et d'autre de la membrane va faire que ce glucose va se fixer au transporteur. Une fois qu'il est fixé, il va changer de conformation, il va libérer le glucose à l'intérieur. Alors, une fois le glucose passe à l'intérieur, il va être transformé en glucose 6-phosphate pour maintenir la concentration basse à l'intérieur de la cellule par rapport à l'extérieur et permettre donc le transport continu donc, du glucose de l'extérieur vers l'intérieur. Alors le glucose donc aussi à l'intérieur de la cellule est transformé par une kinase en glucose 6-phosphate. Cette réaction permet donc le maintien de la concentration intracellulaire du glucose à un très bas niveau. Ainsi, le gradient de concentration favorise toujours la diffusion facilitée du glucose vers l'intérieur de la cellule. Et assure donc le transport facilité du glucose. Les transporteurs GLUT fonctionnent dans les deux sens, entrée et sortie du glucose en fonction du gradient de concentration. Donc, ces transporteurs GLUT donc, peuvent fonctionner aussi bien pour faire sortir le glucose que pour le faire rentrer. Donc, tout dépend du gradient de concentration. Et le transport se fait donc des fortes concentrations, au milieu où il y a une forte concentration, vers le milieu où il y a une faible concentration. Caractéristique de ce transport facilité par des protéines transporteurs. Alors ce transport augmente considérablement la vitesse de transport d'un soluté par rapport à la diffusion simple. Comme vous pouvez le voir, diffusion simple, la pente est très faible. Par contre, le transporteur va accélérer la vitesse de transport. Remarque, certains solutés transportés par transport facilité le sont aussi en partie par transport passif. Alors, en conséquence, à la fin de la courbe, en vert est parallèle à la droite en rouge. Donc vous avez à la fin, vous avez donc la courbe verte, elle est parallèle parce que le transport facilité étant saturé, reste quand même le transport passif simple. De même, il présente une spécificité de reconnaissance entre la protéine et le transport et le soluté transporté. Donc il y a une spécificité, il y a une reconnaissance de transporteur vis-à-vis de la molécule qui doit être transportée. Donc d'où une saturation est quasi hyperbolique. La courbe donc elle est quasi hyperbolique parce qu'il y a une saturation. Enfin, ce type de transport peut être inhibé par une inhibition compétitive ou non compétitive, ou par une inactivation.
Exemple, la perméase GLUT-T2 transporte le glucose, le fructose et le galactose. Le galactose étant un analogue structural du glucose, certains sites transporteurs sont occupés par le galactose. Donc le galactose, donc, il reconnaît donc, le site de transport du glucose et donc va se fixer en préférence par rapport au glucose. Et donc on va avoir une compétition vis-à-vis du transporteur et on aura aussi bien transport du glucose que du galactose. Donc il y a une compétitivité vis-à-vis du transporteur. Exemple de transport insulinodépendant du glucose. Alors dans une cellule non stimulée, ou quand la concentration en insuline est faible, le transporteur insulinodépendant du glucose, GLUT3, est localisé dans les vésicules de stockage des cellules hépatiques et musculaires. Quand le niveau du glucose circulant est élevé, l'insuline est libérée par les îlots de Langerhans. Et il augmente, donc l'insuline va se libérer, il va se fixer à la membrane plasmique de la cellule hépatique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer la synthèse de transporteur GLUT3. Il va aussi provoquer la translocation de ces transporteurs vers des compartiments endosomiques vers la membrane plasmique. Et les vésicules fusionnent avec la membrane plasmique et l'absorption du glucose dans le muscle et le tissu adipeux augmente. Donc, l'insuline va stimuler la synthèse et la translocation de ces transporteurs vers la membrane qui vont permettre le passage l'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule. Un autre type de transport passif, ce qu'on appelle le transport en vrac. Il va permettre un échange entre le plasma et le liquide interstitiel par filtration ou réabsorption. Alors le transport en vrac est très important pour la régulation des volumes relatifs du sang et du liquide interstitiel. Alors la plupart des substances trouvées dans le sang ou le liquide interstitiel peuvent traverser la membrane des capillaires par diffusion. Exception au niveau de l'encéphale où sont bloquées les substances non liposolubles. Alors, il s'agit donc de ce transport en vrac, c'est un processus passif qui comporte le déplacement de grandes quantités d'ions, de molécules ou de particules dans la même direction. Alors, là, vous avez donc un schéma récapitulatif de ce transport en vrac qui peut être appelé filtration ou réabsorption. Alors, vous avez ici donc les échanges, bien sûr, se font au niveau des capillaires sanguins. Au niveau des capillaires, donc, il y a un flux de sang qui passe du côté artériel vers le côté veineux. Alors, ce débit est plus important du côté artériel, bien sûr, du côté veineux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces espaces-là? Dans ces espaces, il y a donc, bien sûr, au niveau plasmatique, on trouve donc le plasma, les globules rouges et les protéines. Et le sang, il se coule toujours, comme je l'ai dit, du côté artériel vers le côté veineux. Alors, qu'est-ce qui va permettre donc le passage de l'eau ou des substances à travers cette membrane des capillaires? Ce sont deux sortes de forces. Des forces hydrostatiques qui sont dues à la force du sang, qui est propulsée du cœur, et qui est très importante du côté artériel par rapport au côté veineux. C'est elle qui est responsable du débit, donc du déplacement de l'eau. C'est ce qu'on appelle donc les forces hydrostatiques qui sont dues à l'eau plasmatique. Donc ces forces auront tendance à faire sortir l'eau de l'intérieur des vaisseaux vers l'extérieur. Et ce qu'on appelle les forces hydrostatiques du sang. À l'extérieur, existe également d'autres forces hydrostatiques, mais qui sont nulles. Les forces hydrostatiques dues au liquide interstitiel. Alors, la présence de protéines à l'intérieur du plasma fait que ces protéines ont une pression osmotique. Il existe une pression osmotique. Alors, cette pression osmotique aura tendance à faire rentrer l'eau à l'intérieur des vaisseaux. D'accord? Parallèlement à cette pression oncotique, il existe également une pression oncotique du liquide interstitiel, mais il est très très faible. Donc, de ce côté artériel, on va faire face à deux forces hydrostatiques, l'une qui fait sortir l'eau
et l'autre qui la fait rentrer. Et deux forces hydrostatiques, celle des protéines plasmatiques qui vont faire rentrer l'eau, et puis celle des protéines qui se trouvent à l'intérieur, mais qui est très faible, protéines qui sont très faibles au niveau oncotique, donc aux protéines de liquide interstitiel, mais très faibles. Donc vous avez deux forces qui vont sortir l'eau et deux forces qui vont faire rentrer l'eau. Alors si on fait la différence du côté artériel, on peut calculer donc la pression de filtration nette. Donc c'est donc la différence. Vous avez 35 mm plus 1, c'est des forces qui vont faire sortir l'eau, moins 26 plus 0, des forces qui vont pénétrer l'eau à l'intérieur des vaisseaux. La différence, elle est de 10. Elle est dans le sens de faire sortir l'eau. Donc le côté artériel, les forces qui s'opposent vont faire déplacer l'eau vers l'extérieur. Et on parle de filtration. Alors maintenant, plus on avance dans les capillaires, l'eau il sort à cause donc de forces hydrostatiques très importantes qui vont le faire sortir. Donc le débit diminue et les forces hydrostatiques aussi vont baisser. Donc les forces hydrostatiques sanguines passent de 35 à 16. Les forces oncotiques qui font pénétrer l'eau à l'intérieur de la cellule sont les mêmes parce qu'on retrouve toujours dans le plasma. Les protéines ne sortent pas. Donc de l'autre côté, vous avez donc une pression hydrostatique faible qui fait pénétrer l'eau à l'intérieur, et puis des pressions oncotiques qui font donc des liquides interstitiels qui sont faits qui vont sortir. Alors si on fait maintenant la différence des forces qui font sortir l'eau par rapport aux forces qui le font rentrer du côté veineux, vous avez donc 16 plus 1 moins 26 plus 0, et ça va faire une valeur de moins 9 mm de mercure, mais dans le sens de pénétrer l'eau à l'intérieur des vaisseaux du côté veineux. Alors cette pression de filtration nette fait, si tu fais rentrer l'eau, et on parle de réabsorption. Donc tout ce qui est filtré du côté artériel à cause de la grande force hydrostatique qui se trouve du côté artériel, va être réabsorbé à cause d'une faible pression hydrostatique du côté veineux et la plus grande une force oncotique plus importante par rapport du côté veineux par rapport au côté artériel. Alors la dynamique des échanges capillaires, c'est donc la pression hydrostatique du sang a tendance à pousser le liquide hors des capillaires, tandis que la pression osmotique colloïdale du sang a tendance à attirer le liquide dans les capillaires. Le mouvement donc en vrac de liquide dépend fondamentalement de pression opposée. La pression du sang dans les capillaires, c'est la pression hydrostatique du sang, a tendance à pousser donc le liquide des capillaires dans le liquide interstitiel. Il est donc de 35 du côté artériel et de 16 mm de mercure du côté veineux. Il y a la pression hydrostatique du liquide interstitiel qui est très faible, il est égal à 0. Il y a aussi les pressions osmotiques colloïdales du sang, appelées aussi pression oncotique. Il a pour effet d'attirer les liquides des espaces interstitiels dans les capillaires et il est en moyenne de 26 dans les capillaires. Il y a également la pression oncotique des liquides interstitiels. Il est donc très faible et atteint seulement 0 à 5 mm de mercure. Alors la différence entre les pressions qui déplacent donc les liquides hors du plasma, c'est la filtration, et les pressions qui le font pénétrer dans le plasma, c'est la réabsorption, constitue donc la pression nette de filtration. Alors à l'extrémité artérielle d'un capillaire, il est donc de 10 mm de mercure, le liquide donc sort du plasma, on parle de filtration. Et à l'extrémité veineuse d'un capillaire, il est de 9 mm de mercure, le liquide retourne donc alors au plasma, on parle de réabsorption. Donc il y a la filtration du côté artériel capillaire, du côté artériel, et puis il y a la réabsorption du côté veineux. Par conséquent, le liquide qui est filtré à une extrémité artérielle est entièrement réabsorbé à l'autre extrémité. Le liquide donc non réabsorbé, de même que les protéines qui s'échappent des capillaires, passent dans les capillaires lymphatiques. Il rejoint ensuite le système cardiovasculaire par les veines sous-clavières via le canal lymphatique. En effet, et on va le voir, il y a une quantité de liquide qui est filtré, il n'est pas réabsorbé au niveau capillaire. Donc il va être filtré
il va être réabsorbé plutôt dans les capillaires lymphatiques qui va les remettre à l'intérieur, dans la circulation générale. Alors maintenant, on va donc aborder les mécanismes de transport actifs. Après avoir donc vu les mécanismes de transport passifs. Alors les mécanismes de transport actifs, dans tous les cas où la cellule consomme l'énergie de liaison de l'ATP pour faire passer les substances à travers la membrane, on parle de mécanismes actifs. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, les mécanismes passifs n'utilisent pas d'énergie et les mécanismes actifs utilisent de l'énergie. Alors, normalement, si une substance traverse la membrane par un mécanisme actif, c'est que aucun des mécanismes de transport passif ne lui permet de passer dans la direction voulue. Il se peut que cette molécule soit trop grosse pour s'engager dans les canaux, ou qu'elle ne puisse pas se dissocier dans la couche lipidique, ou que leur déplacement doit se faire contre un gradient de concentration. Alors, donc toute cellule qui est trop grosse ou qui n'est pas liposoluble ou qui ne peut pas se déplacer à cause de son gradient de concentration peut l'être par ce transport actif. Alors, les deux principaux mécanismes actifs de transport sont donc le transport actif et le transport vésiculaire. Ces transports vésiculaires qu'on va utiliser tels que l'endocytose, l'exocytose et la phagocytose. Mais là, je vais parler uniquement de transport actif. Alors, transport actif, il existe de deux types de transport actif. Le transport actif primaire, qui utilise obligatoirement l'ATP comme donneur d'énergie. Alors, les protéines membranaires catalysant un transport actif primaire sont appelées des pompes. L'hydrolyse de l'ATP est une réaction exergonique dont les pompes membranaires récupèrent l'énergie pour transporter des ions ou des solutés contre leur gradient électrique ou électrochimique. Donc ça c'est concernant donc, le transport actif primaire, il utilise l'énergie. Alors le transport actif secondaire utilise un gradient électrochimique créé par une pompe pour transporter un autre ion ou un autre solité. Alors le transport secondaire, c'est une conséquence du transport primaire. Donc c'est le transport primaire qui utilise l'énergie. Et c'est cette énergie qui est utilisée pour le transport primaire qui va permettre le transport d'un autre ion en transport secondaire. Le transport actif secondaire utilise donc indirectement l'énergie tirée du fractionnement de l'ATP. On distingue donc deux types de transport actif secondaire, soit celui qualifié de sympore, où les deux solutés sont co-transportés dans la même direction, ou l'antipore, où les deux solutés sont co-transportés dans des directions opposées. On va voir des exemples. Alors vous avez comme exemple des protéines membranaires effectuant donc un transport actif primaire, la pompe sodium-potassium. Il s'agit d'un antipore du fait qu'il va permettre la sortie de 3 sodium. Il va expulser donc le 3 sodium à l'extérieur de la cellule. Il va permettre l'entrée de 2 potassium à un porte-lumière intracellulaire. Il y a la pompe calcium ou ATPase calcium. C'est un type unipore. Pompe à proton ATPase, proton H+, unipore. Pompe proton potassium ou ATPase, potassium, proton H+. Vous avez donc le schéma des différents types de transport. Vous avez molécules transportées, molécules co-transportées. Alors, la molécule transportée dans le même sens, il s'agit d'un transport qui laisse passer un seul type de molécule. Il s'agit d'unipore. Et sympore, il laisse passer deux, mais dans le même sens. Antipore, il laisse passer deux, mais dans des sens opposés. Il s'agit de co-transport. Donc, par exemple, la molécule, le passage de la molécule C d'un compartiment à l'autre va permettre le passage de celle-ci. Ou le passage de celle-ci va permettre la sortie de celle-ci. Vous avez l'exemple de transport actif primaire et secondaire antipore par l'exemple de la pompe sodium-potassium. Alors, vous savez très bien que la pompe sodium-potassium joue un rôle très important dans le maintien de gradients électrochimiques entre le compartiment intracellulaire et extracellulaire concernant donc le potassium et le sodium. Alors, comment il fonctionne cette pompe? Alors, dans l'état 1 ici, la pompe a une forte affinité pour l'ATP.
Donc l'état 1, c'est que il se trouve du côté le milieu intracellulaire et le milieu intracellulaire de ce côté-là et le milieu extracellulaire. Donc le milieu intracellulaire se trouve avec une concentration peut-être plus élevée de sodium par rapport à la normale. Alors, une forte affinité pour l'ATP, c'est-à-dire que le coefficient d'affinité pour l'ATP, il est de 0,1 à 0,2 micromol. Donc, pour de faibles concentrations d'ATP, l'ATP va se lier au transporteur. Et une faible concentration, également une forte affinité pour le sodium, vous avez avec une constante d'affinité de 0,19 à 0,26 millimolaire, une concentration de 0,26 molaire, cela va permettre au sodium de se fixer à la pompe. Alors, la pompe peut alors être phosphorylée par le phosphatase de l'ATP. 3 ions sodium sont enfermés ainsi. Donc, du fait que la pompe il a une grande affinité pour l'ATP, l'ATP va se fixer et également il a une forte affinité pour le sodium il va se fixer. Alors, ensuite, la pompe passe de l'état 1 à l'état 2. Il perd sa forte affinité pour le sodium et acquiert une forte affinité pour le potassium. Donc, suite à l'hydrolyse de l'ATP, la pompe va changer de conformation. Il va changer de conformation. Il va donc avoir une forte affinité pour le potassium et une faible affinité pour le sodium. Donc il va s'ouvrir, il va libérer le sodium à l'extérieur. Il va donc fixer le potassium. 2 ions de potassium s'associent donc à la pompe. La liaison du potassium provoque une déphosphorylation spontanée de la pompe qui renferme 2 ions potassium. Donc vous avez la phosphorylation qui a été faite par l'hydrolyse de l'ATP. Donc une fois que le potassium est fixé, ça va provoquer la déphosphorylation de la pompe. Une fois la pompe déphosphorylée, il va donc voir son affinité pour le potassium baisser. Il va donc libérer le potassium à l'intérieur de la cellule et ainsi de suite. Donc la liaison du potassium provoque une déphosphorylation spontanée de la pompe qui renferme 2 ions potassium. L'ATP donc intracellulaire facilite donc le relargage d'ions potassium, ce qui provoque un passage de l'état E2 à l'état E1, alors que l'affinité de l'ATP avec la pompe de l'état à l'état E2 était très faible. Il redevient donc importante à l'état E1. Donc le cycle peut donc recommencer plusieurs fois et ainsi de suite. Donc il ne faut pas oublier qu'il s'agit à chaque fois d'équilibre chimique. Donc c'est la juxtaposition de tous ces états parmi une grande population de canaux qui aboutit à un flux net d'ions sodium vers l'extérieur ou d'ions potassium vers l'intérieur, comme on a vu dans le cours, la séquence précédente. Alors ces pompes, bien sûr, utilisent de l'énergie. Alors cette consommation d'énergie, dans la majorité des cellules, la pompe utilise environ 25% de l'ATP cellulaire. Alors pour les cellules sécrétrices et les neurones, ils utilisent environ 70% de l'énergie cellulaire. Alors chaque pompe hydrolyse environ 100 molécules d'ATP par seconde. Alors ces transports, bien sûr, ils peuvent être inhibés. Ils peuvent être inhibés par l'ouabaïne lorsqu'il est appliqué à l'extérieur de la cellule. Il a la propriété donc d'inhiber les ATPases. Donc l'ouabaïne, c'est un poison. Donc si vous utilisez l'ouabaïne, vous arrêtez donc les échanges ioniques et c'est la mort. Alors c'est quoi le rôle de cette pompe sodium-potassium? Alors, il permet donc le maintien de 2 gradients ioniques, sodium-potassium. C'est une question que j'ai souvent posée à l'examen. Donc comme son nom l'indique, pompe sodium-potassium, il permet donc le maintien de gradients ioniques entre les compartiments, sodium et potassium, qui sont indispensables à la propagation des signaux électriques dans les nerfs et les muscles. Ils ont un rôle majeur. Ils permettent donc le transport actif. Donc ils transportent de nombreuses molécules, glucose, acides aminés, phosphate, nucléotides, les bicarbonates et le chlore. Donc comment il permet ceci? On va voir un exemple de transport du glucose.
dans le diapo qui suit. Car le gradient de sodium est aussi utilisé comme source d'énergie pour le transport. Donc vous allez voir, donc la pompe, lorsqu'il fait sortir le sodium, il va créer un gradient de sodium. Le sodium aura tendance à rentrer dans la cellule et en rentrant dans la cellule, il va co-transporter certaines substances comme le glucose, les acides aminés, ainsi de suite. Alors, il permet également le maintien de la pression osmotique, la concentration élevée en sodium et en chlorure dans le milieu extracellulaire contrebalance la concentration élevée de molécules organiques dans le cytosol, ce qui prévient un flux net d'eau dans la cellule. Donc le gradient maintient donc la pression osmotique ainsi que le volume cellulaire. Donc le rôle de la pompe, c'est de maintenir le gradient de concentration de sodium à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Et c'est ça qui va permettre le maintien du volume intracellulaire ou extracellulaire. Exemple de transport actif secondaire, transport du glucose. Alors il s'agit du transporteur actif via la pompe sodium-glucose. C'est un transport secondaire au transport du potassium et du sodium par la pompe sodium-potassium. Alors, ces Saint-Port utilisent le gradient transmembranien de sodium généré par la pompe ATPase. Alors, pour comprendre, vous savez très bien, vous avez à l'intérieur de la cellule, avec une concentration très élevée de potassium et faible en sodium. Alors que l'extérieur, vous avez une grande concentration en sodium et en potassium. Et ceci grâce à la pompe sodium-potassium. Donc, il fait sortir le sodium et fait rentrer le potassium. Donc, il crée un gradient de concentration de sodium de l'extérieur par rapport à l'intérieur. Donc, ce gradient de concentration va faire rentrer le sodium du fait de sa forte concentration externe par rapport à l'intérieur. Alors, le sodium, en pénétrant à l'intérieur, il va co-transporter le glucose. Là, il va co-transporter le glucose, donc il s'agit d'un transport actif secondaire. Ça n'utilise pas d'énergie ici, mais il est co-transporté par le sodium. Et le transport de sodium se fait de manière passive et facilité par les pores. Alors là, ensuite, le glucose, une fois à l'intérieur, il va diffuser à l'extérieur par une diffusion facilitée par les transporteurs GLUT. Donc, c'est-à-dire transporteur de glucose. Donc, cette entrée de glucose par transport actif secondaire va augmenter la concentration du glucose à l'intérieur de la cellule, qui va donc pouvoir diffuser à l'extérieur par un transport simple, diffusion simple. Donc, vous avez un transport actif primaire qui utilise l'énergie, qui va donc créer le gradient de concentration du sodium, et puis un transport actif secondaire de sodium à cause du gradient de concentration créé par le transport primaire actif. Alors le transport actif primaire utilise donc l'énergie pour transporter un soluté contre son gradient de concentration, mais ce gradient devient à son tour une source d'énergie. En effet, si le même soluté est transporté, cette fois dans le sens de son gradient de concentration, l'énergie qui est libérée peut être utilisée pour transporter un autre soluté. Donc vous avez vu donc l'énergie qui a été utilisée, il va servir à retransporter le sodium à l'intérieur de la cellule et donc co-transporter le glucose. Ben, j'espère que vous avez bien compris un peu ces mécanismes. Donc, en récapitulatif, donc, concernant donc, les transports, donc, vous avez donc deux types de transports, passifs et actifs. Ils ne nécessitent pas d'énergie car ils se font dans le sens du gradient de concentration. Par contre, le transport actif nécessite d'énergie car il se fait contre le gradient de concentration. La diffusion directe ou simple, les molécules liposolubles diffusent dans la membrane. La diffusion facilitée, les molécules utilisent donc une protéine de transport. L'osmose, c'est le mouvement net de molécules de solvant à travers d'une membrane semi-perméable vers un compartiment contenant une concentration de soluté plus importante, afin d'égaliser la concentration de ce soluté entre des deux côtés de la membrane. La différence de concentration engendre donc une différence de pression. Gradient de pression, la pression osmotique qui provoque donc ce mouvement. Donc l'osmose est due donc à la pression osmotique et donc l'eau passe par diffusion simple des faibles concentrations vers les fortes concentrations. Alors concernant le transport actif, donc c'est le transport actif primaire qui utilise l'énergie
par l'hydrolyse de l'ATP, le transport actif secondaire ou couplé, l'énergie est fournie par une différence de potentiel électrochimique. Exemple, un gradient de concentration du sodium qu'on a vu. Le terme secondaire signifie que cette différence de potentiel électrochimique résulte d'un transport actif primaire. Exemple, pompe sodium et l'hydrolyse de l'ATP. Donc, le simple transport simultané dans le même sens de deux espèces chimiques, alors que l'antipore, au contraire, donc il transporte successifs dans le sens opposé de deux espèces chimiques, comme on a pu. Donc, vous avez également un autre résumé récapitulatif du transport membranaire. Utilisant l'énergie, utilise l'énergie résultant des mouvements de molécules, pas besoin donc d'hydrolyse ATP, de diffusion simple ou diffusion facilitée. Utilise l'énergie, hydrolyse de l'ATP, transport primaire et le transport secondaire qui n'utilise pas d'énergie. Alors vous avez transport actif, l'endocytose, exocytose, la phagocytose. Donc, transport médié par une vésicule membranaire, invagination de la membrane plasmique. Ça, on ne va pas le détailler. Vous avez un autre schéma récapitulatif des différentes hormones. Diffusion simple, de forte concentration vers les basses concentrations, à travers des pores facilités. Protéines transporteur, changement de conformation, transport passif, facilité, ou bien le transport actif. Le passage donc de matériel biologique trop volumineux ou trop réactif s'effectue par deux autres processus qu'on appelle l'endocytose ou l'exocytose qu'on ne va pas traiter. Dans les deux cas, le transport s'effectue par l'intermédiaire des vésicules lipidiques, résultat d'une invagination de la membrane plasmique. Alors maintenant, si on veut donc donner une vision simplifiée des échanges membranaires, on peut donc faire débuter l'histoire de la cellule par la création de gradients électrochimiques grâce à l'activité des pompes principales, la pompe sodium-potassium, pompe calcium et la pompe potassium. Donc ces pompes vont permettre un transport actif de ces différents ions. Donc ça va créer un gradient de concentration de part et d'autre de la membrane. Comme on le connaît, donc il y a un gradient de concentration de potassium, de sodium, de calcium et de chlore, grâce à ces pompes de transport actif. Alors le gradient par exemple de sodium créé par la pompe sodium-potassium est utilisé pour créer d'autres gradients de sucre, d'acide aminé par des transporteurs et des ions par des échangeurs. Donc ce gradient-là, il va provoquer donc le transport de substances nutritives à travers d'autres ions, par co-transport. Alors, il en résulte une multitude de gradients électrochimiques pour les ions sodium, potassium, calcium, etc. Ces gradients seront donc utilisés par les canaux ioniques afin de développer et de réguler les fonctions de signalisation, de contraction, de communication, de déplacement et de transport cellulaire. Donc, le fait qu'il y ait un gradient créé par ces pompes-là va provoquer un gradient de concentration et c'est grâce aux canaux ioniques qui vont être activés qui vont permettre donc le passage d'ions de part et d'autre dans la membrane. Alors, bien sûr, avec le passage de ces ions, on peut assister à un cotransport de substances exclusives. Donc ces sucres des sucres et des acides aminés sont transportés activement et permettant la synthèse de l'ATP et des glucides complexes, de lipides et de protéines. L'ATP et les protéines permettent donc la création directe par le transport actif primaire et indirect par le transport actif secondaire de gradients ioniques qui à leur tour permettent donc l'importation de nouvelles molécules de sucre et d'acides aminés. Alors une cellule n'est jamais à l'équilibre. Si c'est le cas, alors elle n'est plus vivante. Donc l'ensemble des activités de transport actif et de diffusion facilitée concourent à l'établissement d'un état dit stationnaire. Dans cet état stationnaire, les flux entrants sont compensés par des flux sortants.
Alors vous avez l'exemple de transport intestinal de certaines substances. Vous avez donc la lumière intestinale et la paroi intestinale. Le glucose, par exemple, il est transporté d'une manière active, secondaire, liée au sodium, pour donc pénétrer à l'intérieur donc, de la paroi intestinale. Le fructose, il s'agit également d'un transport facilité. Il va se retrouver à l'intérieur et ensuite il va passer à l'extérieur vers le milieu interstitiel de manière diffusion facilitée aussi. Les acides aminés, transport actif au transport actif secondaire lié au sodium. Les dipeptides et les tripeptides, ils sont transposés également par un transport actif secondaire lié au proton H+. Les acides gras à chaîne courte, il se fait par un transport simple. Les acides gras à chaîne longue ou les monoglycérides se fait également par une diffusion simple. Donc, ils sont réabsorbés, ils passent dans la paroi et ensuite ils sortent de la paroi de cette manière. Les acides aminés se font par diffusion. Les lipides ou les acides gras également par diffusion et ainsi. Donc, vous avez donc absorption par osmose, diffusion ou transport actif. Alors, j'arrête donc cette session.